J'arrive pas à croire que je vais dire cette phrase, mais Taylor Swift a annoncé son nouvel album The Life of a Showgirl et il sera disponible le 3 octobre 2025. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Calypso, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et là on enchaîne sur Taylor Swift puisque vous l'avez vu, c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo, elle va sortir un nouvel album, elle a annoncé ça il y a maintenant 4-5 jours. On a eu la tracklist, on a eu la pochette d'album, on a eu les variants aussi. Bref, on a eu tout plein de choses. Taylor nous a dit tout ça dans un podcast qu'elle a sorti avec Travis et Jason Kelce. Podcast dont j'ai fait le résumé en vidéo. Voilà, donc c'était ma dernière vidéo, donc je vous la mets juste là si jamais vous voulez aller la voir. Ça vous mettra un peu plus de contexte sur toutes les infos dont on va parler. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vais vous résumer tout ce qu'on sait sur l'album, toutes les petites théories qu'on a entendues à droite, à gauche sur les chansons de l'album, parce qu'effectivement, on va faire une petite analyse chanson par chanson pour essayer de savoir un petit peu de quoi ça va parler. On va aussi faire toute une liste de tous les easter eggs qui étaient devant nous, en fait, ces derniers mois, cette dernière année, et qu'en fait on n'a pas vu parce qu'on était encore trop occupés à clowner sur RebTV. Et enfin, je lirai toutes vos petites théories, vos petites analyses, vos petits avis, parce que je vous avais demandé ça sur TikTok et Instagram, de me donner vos pensées un petit peu sur tout cet album, sur toute cette annonce, sur tout ce qu'il y a autour de ça. Donc voilà, on va voir ça tous ensemble. Et vous avez été d'ailleurs beaucoup à commenter et à jouer le jeu, donc vraiment merci beaucoup. Ça me fait très plaisir, j'ai hâte de lire tout ça parce que je me suis pas spoilée. J'ai pas regardé les commentaires encore, je lirai ça, enfin je découvrirai vos théories en même temps en vidéo. Pensez bien à vous abonner si ce type de vidéo vous plaît. De toute façon, il y aura plein de vidéos comme ça sur The Life of a Showgirl qui arriveront dans les prochaines semaines. Donc pensez bien à vous abonner pour qu'on reste en contact, vous et moi. Donc c'est parti, voici tout ce qu'on sait sur The Life of a Showgirl. Déjà, je sais pas vous, mais je suis tellement contente de voir un peu tout l'engouement sur les réseaux sociaux, de voir à quel point les gens sont hypés pour cet album. En fait, ça fait trop plaisir de retrouver un peu la communauté Swiftie sur les réseaux, parce que c'est vrai que pendant les Eras Tour, il y avait beaucoup d'excitation, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, beaucoup d'échanges entre les Swifties, et ça s'était un peu calmé depuis la fin du Eras Tour. Mais là, c'est vrai que ça fait trop plaisir à voir, et surtout, je vois de plus en plus de Swifties français qui font des TikTok, sont aussi sur Twitter, et une grosse communauté, donc je suis trop contente de voir ça. Enfin, je pense qu'il y a clairement un avant et après en termes de fanbase, et c'est un peu ouf de voir qu'il y a plein de jeunes Swifties, de gens qui ont découvert Taylor Swift et qui vont vivre cette sortie d'album avec voilà toute l'effervescence, toute la hype qu'il y a autour. Voilà, ça me fait très plaisir déjà de retrouver ça sur internet, et que vous savez, on va se re-amuser à analyser les chansons, découvrir les albums ensemble. J'ai trop hâte de voir les réactions des gens. Voilà, ça m'amuse trop de voir ça. Donc voilà, donc premier point, je sais pas vous, mais moi j'adore voir notre petite communauté se réunir sur les réseaux. Évidemment, on va commencer par parler du titre de l'album, The Life of a Showgirl. Au début, j'ai pas compris le titre, je vais pas vous mentir, je me suis dit ça fait super millennial, et vous allez me dire oui bah Taylor elle a 35 ans, donc normal. Mais en fait, encore une fois, en ayant écouté le podcast, ça fait beaucoup plus de sens parce que Taylor a dit que c'est vraiment la vie d'une showgirl derrière la scène, et c'est vrai qu'il y avait plein de gens qui disaient oui mais pourquoi est-ce qu'elle a pas appelé juste showgirl, et c'est vrai qu'en fait bah c'est pas ça qu'elle va raconter. Elle va pas raconter ce que c'est d'être une showgirl, elle va raconter ce que c'est que d'être une showgirl et de rentrer chez toi après. Donc je comprends, même si je suis pas très fan des titres longs personnellement. J'avoue que quand j'avais vu qu'elle a annoncé The Tortured Poets Department, j'étais là genre meuf, vas-y fais toujours plus long le titre, là ce sera plus court, mais en vrai le titre je l'aime bien, j'aime bien le meaning derrière. Il est complet, en fait c'est un titre qui a du sens, encore une fois, je trouve qu'elle a très bien choisi le titre de cet album, qui est du coup super cohérent avec la pochette aussi, parce que comme Taylor l'a dit dans le podcast, eh bien elle a voulu se mettre dans l'eau sur la pochette pour essayer un peu de glamouriser son retour à l'hôtel. Finalement, quand elle finit le Eras Tour, elle va juste se mettre dans son petit bain, et j'aime bien le fait qu'elle ait gardé le costume à paillettes, le fait que la pochette elle soit si imparfaite au premier abord, ça m'a un peu fait bizarre parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça. Enfin, je veux dire, regardez la cover de Tortured Poets Department, c'est super délicat, c'est super fin, c'est super soigné. Et là, on a une esthétique où il y a un make-up qui est assez particulier, ses cheveux sont pas du tout coiffés, même quand elle est dans le bain. Il y a son costume argenté qui ne prend pas tout son sein, par exemple. Il y a plein d'espèces de morceaux brisés. Alors, il y a beaucoup de gens qui... Bon, on verra après ça, j'avais vu quelques commentaires, mais il y en a beaucoup qui disaient que ça ressemblait à une IA. Mais bon, on y reviendra sur vos avis après. Mais en tout cas, voilà, la pochette, je la trouve quand même sympa. En fait, je la trouve sympa parce qu'il y a un message derrière. Mais c'est vrai qu'elle nous aurait pondu ça juste en mode random, j'aurais pas trop compris. Et même si c'est vrai que les autres
pochettes, les autres variants sont très très beaux aussi. J'avoue que j'adore la pochette verte et violette. C'est ma préférée. Je pense que s'il y a un vinyle qui sort comme ça, je commanderai la pochette avec ce vinyle là. Mais je sais pas, plus je la vois cette pochette originale et plus je m'y attache, plus je m'y accroche et plus j'ai hâte de voir à quel point l'album va nous en dire plus sur toute cette esthétique, vous voyez. Sinon du coup pour les covers alternatives, je les trouve absolument magnifiques, hein. Je vous l'ai dit, ma préférée c'est la verte et violette. La rouge, oh là là, mais celle-là pareil, plus je la regarde, plus je l'adore. J'adore le make-up qu'elle a dessus, la pose, les sièges rouges, je trouve ça trop beau, ça fait vraiment genre. Ça me give un peu une vibe de comédie musicale, vous voyez. Donc pareil, celle-là j'aime beaucoup. J'avoue que je suis un peu moins fan de la argentée, c'est celle que je préfère le moins. Mais pareil, en fait c'est fou parce qu'on retrouve toujours cette esthétique-là imparfaite c'est la showgirl vraiment après son show qui se pose quelque part. Et parce que regardez, quand elle penche la tête, on voit pas son deuxième œil en fait avec les bijoux, donc c'est naturel. Elle a pas cherché non plus à trop travailler les détails. Même sur cette photo-là, vous voyez, elle a pas du tout fait ses cheveux. C'est ses cheveux naturels avec ses petites ondulations. Je trouve vraiment que l'esthétique est très intéressante et le contraste entre vraiment beaucoup de bijoux, des tenues absolument exceptionnel et un make-up qui est assez particulier et ses cheveux qui sont pas forcément très bien coiffés, je sais pas, mais ça me séduit beaucoup. Mais je pense que si j'avais dû choisir une autre photo en tant que cover principale, j'aurais choisi celle-là. Parce que, je sais pas, en fait cette photo, elle give trop genre, ouais ça y est j'ai fini mon show. Je me pose avec mon petit verre et voilà, je sais pas, la pose elle est un peu nonchalante et tout, je sais pas, j'aime trop la voir avec la perruque noire comme ça. Oh là là, j'adore. Mais je comprends pourquoi elle ne l'a pas choisie, mais j'adore quand même cette cover, elle est magnifique. Et d'ailleurs il y a une théorie comme quoi cette cover-là aurait été prise dans la même pièce où ils ont filmé une partie du clip de Delicate. Il y a quelques petites ressemblances, je ne sais pas si c'est exactement ce même endroit. Évidemment sur cet album, Taylor a annoncé avoir collaboré avec Max Martin et Shellback et que c'est un album qu'elle a fait du coup pendant l'été 2024 où tout simplement entre les pauses de ses différents shows, elle allait en Suède enregistrer avec eux. Je suis contente en vrai de voir Max Martin et Shellback là-dessus. On sait à quel point ces mecs-là sont juste absolument trop forts. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas collaboré avec Taylor. Bah en vrai, depuis 1989, si je dis pas de bêtises. Travis a dit qu'on allait danser, donc j'ai bien hâte. De toute façon, de manière générale, Taylor a décrit l'album comme un truc assez upbeat. Pour autant, elle a pas utilisé le mot pop. Voilà, même si bon, on n'est pas débile. On sait que voilà, ça va sûrement être de la bonne pop. Mais donc ça fait plaisir parce que je veux que ce soit la fin de la sad girl era de Taylor Swift parce que bon, c'est bon, avec Folklore Evermore, Midnight et Torture Poet, on a assez pleuré, j'ai envie de vous dire. Évidemment, on a aussi eu la collab avec Sabrina qui a été confirmée. Voilà, ça j'en mettais à ma main à couper depuis des mois. J'étais sûre qu'il allait y avoir une collaboration sur Man's Best Friend parce que du coup on avait absolument aucune idée que Showgirl allait arriver. Mais je sais pas, moi j'aimerais quand même avoir une collab de Taylor sur l'album de Sabrina. Peut-être si Sabrina sort une version deluxe, on aura un feat avec Taylor. Parce que j'aimerais beaucoup revoir Taylor sur de la country, tout simplement. Et du coup Sabrina est en featuring sur la chanson qui porte le même titre que l'album The Life of a Showgirl. On reparlera de cette track après, mais je trouve ça intéressant qu'elle ait mis Sabrina là-dessus. Voilà toutes les infos principales, on va dire, qu'on a sur l'album. Pour cette partie-là, j'ai fait assez vite parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez des infos plus détaillées sur ce dont je viens de parler. Et maintenant on va passer aux easter eggs, tout simplement, que Taylor a semé derrière elle et qu'on n'a pas vu. Pourquoi? Parce qu'on était trop occupés à être là en mode Rep TV. Mais Rep TV en fait, Rep TV Debutation, vous savez, elle va sortir les deux en même temps. Non, pas du tout. On n'a rien eu, on n'aura jamais Rep TV, on aura Debut. On aura les Vault Tracks de Rep. On n'aura plus de format Taylor's version, mais bon, c'est pas grave. Mais donc, il y a beaucoup d'easter eggs, et je vais commencer par deux en particulier qu'elle a peut-être teasé sur le podcast. Je dis peut-être parce que forcément, ces easter eggs-là ne sont pas encore résolus, mais je voulais quand même en parler. Elle a utilisé le nombre 47 deux fois, parce qu'au début du podcast, Jason lui a fait une grosse introduction et tout ça, et elle lui a dit « Merci d'avoir crié pour moi pendant 47 secondes ». Et après, elle a encore utilisé le chiffre 47 quand elle parlait du Eras Tour et qu'elle a dit oui, on a visité 47 000 pays. Voilà pourquoi ce chiffre 47 revient. On ne sait pas. Peut-être que c'est une coïncidence, peut-être pas. Mais comme dans le même podcast, Taylor Swift a dit qu'elle était vraiment genre dans la numérologie à fond en termes d'easter egg. Who knows? Mais perso, je suis sûre qu'il y a des petits easter eggs dans le podcast, c'est sûr. Et pareil, un autre easter egg, c'est par rapport au Super Bowl. Tout simplement, c'est une rumeur qui court un petit peu depuis que Taylor a annoncé son album. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup parlé de pain au levain. De pain, oui, dans le podcast. C'est un peu random. Mais elle a parlé de pain pendant, je sais pas, 10 minutes, genre, voilà, elle dit qu'elle faisait du pain et tout le temps, bref. Donc, soit c'est vrai, je veux dire, la meuf fait vraiment du pain, soit c'était peut-être un indice, parce qu'en anglais, pain au levain se dit sourdough. Et du coup, il y a cette théorie comme quoi Taylor, elle va sûrement
faire la mi-temps du Super Bowl, voilà, qui est un concert assez mythique aux États-Unis. Il y a les plus grandes pop stars de cette planète qui ont performé à la mi-temps du Super Bowl. Taylor Swift ne l'a pas encore fait, donc ce serait pas surprenant qu'elle le fasse cette année. Et en fait, Sourdough, ça pourrait faire référence à Sam Sourdough, qui est une mascotte de San Francisco, du Levi's Stadium, si je dis pas de bêtises, et c'est là-bas que le Super Bowl va se passer. Et c'est là où peut-être que notre numéro 47 va avoir une signification. C'est qu'en fait, le 47e stop du Eras Tour, eh bien c'était au Levi's Stadium. Voilà, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Il y avait aussi un espèce de ballon de football américain derrière en décor. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'elle le fasse. En vrai, je suis pour clowner pour cette théorie. Je monte dans le train sur cette théorie du Super Bowl. Maintenant, on va parler des easter eggs vraiment pour TS12. Déjà, évidemment, on a cette fameuse porte orange. Voilà, la fameuse porte de karma qu'on appelle comme ça. Porte qui, finalement, signifie quelque chose. Voilà, on n'était pas des fous. On l'avait tous vu, cette maudite porte. Et à la fin du dernier show du Eras Tour, Taylor n'est pas descendue avec la plateforme comme elle le fait d'habitude. Elle est sortie par la porte. Et comme elle l'a dit dans le podcast, ça signifiait la fin du Eras Tour, ok, mais le fait qu'elle entrait aussi dans une nouvelle era, ça on avait peut-être pas vu forcément la signification comme ça, mais c'est vrai qu'on s'était posé des questions, mais on savait que c'était un easter egg. Ensuite, à Lyon, le 2 juin 2024, Taylor a porté pour la première fois un set full color pour 1989 et ce set là était de couleur orange. Écoutez-moi bien, je savais à ce moment-là, j'étais sûre que ça allait avoir un lien avec quelque chose, vraiment, parce que elle a pas porté de set qui matchait depuis, elle en avait jamais porté avec ce nouveau combo là, et en fait c'est la première fois que ça arrivait et j'étais persuadée que la couleur orange n'était pas choisie au hasard et que c'est sûr que c'était pas du tout pour teaser ni début ni rep, comme ça il y avait, enfin vraiment la couleur orange n'avait de lien avec rien, donc voilà, je suis ravie que finalement ça a eu un sens. Pourquoi? Parce que le show à Lyon était le 12e de la tournée européenne. Her Mind, voilà, bon. Et le pire, c'est que c'est un truc qu'on aurait pu capter, mais on était tellement loin de penser qu'elle allait potentiellement être dans un processus de 12e album qu'on n'a rien vu. Ensuite, le compte à rebours du Eras Tour qui commençait à partir de 2 minutes et 24 secondes, ce qui nous donne 224, et devinez quel est le 224e jour de l'année, le 12 août 2025, voilà. Jour où Taylor a du coup annoncé son 12e album. Ça vraiment, je ne sais pas comment c'est possible. Genre, est-ce qu'elle a défini ça en mars 2023 et qu'elle s'est dit ok en 2025 quand j'annoncerai un album, parce que Titi Piti était même pas encore sorti, je sais pas comment elle a fait. Vous voyez, je me dis est-ce que ça c'est des coïncidences ou pas? Ou est-ce qu'elle a choisi ça vraiment parce qu'elle savait dans tous les cas que le 12 août elle allait faire une annonce pour un futur album qui existait même pas encore? Pareil, la tournée du Eras Tour s'est achevée le 8 décembre, donc 8, 12, et quand on inverse, ça fait 12, 8, date à laquelle elle a annoncé son album. Je trouvais ce petit clin d'œil sympa. Le 12 août 2025, on fêtait également les 12 ans de Applause de Lady Gaga. Applause qui est la chanson qui passait tout le temps avant que le compte à rebours du Eras Tour se lance. Et du coup, c'est le jour où Taylor a annoncé TS12. On a aussi les plumes oranges dans le clip de I Can't Wait with a Broken Heart qui font très écho à cette ère de showgirl littéralement, parce que de toute façon la mise en scène de I Can't Do It With a Broken Heart est vraiment très showgirl, circus, show, spectacle, donc pas étonnant que ça aurait pu être un easter egg pour ça. Évidemment pour le feat avec Sabrina, Taylor est arrivée sur scène avec une robe de couleur orange. Et Taylor Nation avait teasé ça il y a quelques temps du coup avant que Taylor annonce l'album, en mettant des photos que de Taylor habillée en orange, et du coup il y avait une avec Sabrina, donc c'était un peu obvious. Dans le clip de Anti-Hero aussi, ça on en parlera dans les théories plutôt, mais est-ce que ce personnage-là, cette Taylor-là, ne serait pas Showgirl, et est-ce que ce personnage-là ne serait pas Torture Poets? Et du coup ça fera écho à une théorie dont on parlera tout à l'heure, mais est-ce que finalement Showgirl n'aurait pas dû voir le jour à la place de Torture Poets? Est-ce que TS12 n'aurait pas dû être TS11 qui venait juste après Midnight? Ou alors est-ce que Taylor, quand elle était dans son era de Midnight, elle avait déjà pensé au DA des albums qu'elle voulait après, et du coup elle représentait Torture Poets comme ça et Showgirl comme ça, parce qu'elle savait que dans plusieurs années, elle allait vouloir explorer ces directions artistiques-là pour ses albums, parce que ces deux personnages-là représentent quand même vachement les moods des albums, les apparences des albums, vous voyez. Fin octobre 2024, on a aussi eu un TikTok dans lequel Taylor se balade dans un stade. Et derrière, on voit A12, August 12 août, date à laquelle Taylor a annoncé son 12e album. On a aussi eu le coup des 12 i dans la lettre de mai qu'elle a postée quand elle a récupéré ses masters.
voilà, TS12 était en train d'arriver. Et aussi les feuilles qu'il y avait derrière cette lettre-là, il y avait quelques fans qui l'avaient remarqué et qui se demandaient si on allait avoir une annonce dans pas mal de temps. Il y avait la lettre comme ça qui annonçait ses masters. Derrière, on voyait qu'il y avait une autre feuille. Et Taylor Nation a rigolé en disant effectivement une feuille peut en cacher une autre, et c'était bien le cas. Voilà, je crois que c'est un peu tous les easter eggs. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas à m'en dire certains en commentaire. Voilà, mais c'est vrai que ça fait déjà beaucoup quand même, tout ce qui était devant nos yeux depuis le début. Mais bon, en vrai, même si on les avait pas remarqués sur le moment, c'est toujours excitant de les voir après, de se rendre compte qu'effectivement, on regardait pas du tout dans la bonne direction en fait. Maintenant, on va analyser et théoriser sur chaque chanson de l'album, évidemment par rapport au titre parce que on n'a rien d'autre, et essayer de voir de quoi pourraient parler toutes ces chansons et comment est-ce qu'elles pourraient être liées au thème de la showgirl. On va du coup commencer par The Fate of Ophelia, qui est une chanson dont les fans ont vite capté à quoi Taylor faisait référence. Cette chanson est clairement inspirée du personnage d'Ophélia qui a été créé par Shakespeare dans la pièce Hamlet. Dans cette œuvre-là, Ophélia, elle représente une sorte de vulnérabilité féminine manipulée par les hommes autour d'elle, que ce soit son père, son frère ou Hamlet. Et en fait, elle va sombrer dans la folie après la mort de son père et sa rupture avec Hamlet. Et elle va finir par se noyer et voilà, elle va mourir noyée. Et donc, vous l'avez bien vu, la couverture de l'album montre Taylor dans une baignoire, elle est dans l'eau, elle est partiellement submergée et entourée de ces espèces de miroirs, de reflets. Et en fait, ça évoque cette peinture célèbre d'Ophélia qui flotte dans l'eau et qui a été peinte par Millet. Aussi sur ce tableau, ce que les fans ont pu remarquer, c'est qu'il y a, vous savez, ces espèces de petites fleurs et ça a fait penser aux fleurs qui se trouvent sur le piano que Taylor a utilisé au Eras Tour. Donc c'est vrai que ça pourrait être aussi une autre référence à ce tableau. Mais du coup, qu'est-ce que ça représente ? Pour beaucoup, ça symbolise la lutte contre les oppressions patriarcales, la perte d'autonomie, la folie dans laquelle tu tombes après avoir eu trop de pression sur tes épaules, et littéralement en crevant sous le poids des attentes autour de toi. Ophélia, c'est un personnage qui n'a absolument aucun pouvoir d'action, elle est vraiment manipulée par les hommes autour d'elle, elle subit une objectification constante, jugée uniquement sur sa bonne vertu ou ses péchés. Et finalement, c'est un thème que Taylor a déjà abordé avec Clara Bow et Who's Afraid of Little Old Me, avec toute cette pression constante, ce jugement constant qu'on a sur toi, les attentes qui en fait te font répéter un schéma dans lequel tu veux pas tomber de base, mais dans lequel t'es obligé de tomber parce que c'est comme ça que le monde autour de toi est conditionné. Après, je doute que Taylor reste sur cette fin tragique, je pense qu'elle l'a assez évoquée au cours de sa carrière et plus récemment dans Torture Poets. Donc pourquoi est-ce qu'on ne tournerait pas ça sous un autre angle en se disant que c'est une femme à qui on a essayé de prendre le destin, de prendre la vie, de prendre tout ce qui lui appartient, mais que de ça, elle n'en est pas morte, elle ne s'est pas laissée faire par ça, et qu'elle a voulu reprendre le contrôle sur son destin en devenant cette fameuse showgirl. Et je trouve que ça serait une parfaite introduction pour l'album, donc j'ai très hâte de voir le texte de cette chanson. Ensuite, on passe à la deuxième chanson qui est Elizabeth Taylor. Alors, Elizabeth Taylor, c'est une actrice hollywoodienne très connue et qui est notamment assez célèbre pour son rôle dans le film Cléopâtre, où elle joue Cléopâtre. C'est une actrice qui était aussi reconnue pour ses yeux très bleu foncé, qui sous certains angles avaient l'air d'être violets. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il y a un petit charme avec un œil, avec un petit diamant violet. C'est sûrement pour représenter les fameux yeux d'Elizabeth Taylor. Mais Elizabeth Taylor a aussi eu une vie amoureuse très médiatisée puisqu'elle s'est mariée 8 fois et c'est un peu pour ça qu'elle est connue aussi. Et il faut savoir que c'est pas du tout la première fois que Taylor évoque Elizabeth Taylor dans une de ses chansons. Elle l'avait déjà fait dans Ready for It et du coup ce Burton dont elle parle c'est Richard Burton, un des époux de Elizabeth Taylor. Et cette femme c'était une vraie star mais aussi une femme d'affaires très influente et comme beaucoup de femmes elle a plus été jugée sur sa vie privée que vraiment sur son talent. Et donc vous l'avez compris il y a déjà plein de points avec la carrière de Taylor Swift là-dedans. Et donc je pense que cette chanson va aborder cette espèce de lutte pour l'autonomie. T'as pas envie de dépendre de qui que ce soit pour que ta carrière se passe bien. Qu'elle va parler aussi de ce pouvoir de la narration et à quel point il a fallu qu'elle se batte pour reprendre le contrôle sur sa propre vie, ou en tout cas la manière dont elle est racontée. Évidemment, je pense qu'elle va aussi parler de pression médiatique. Je pense pas qu'elle parlera forcément des mêmes choses que dans Clara Bow, mais voilà, j'ai vraiment hâte de la voir plus parler, de reprendre le contrôle sur sa propre vie malgré ce que les médias peuvent dire de toi
C'est plus ça que j'attends de cette track. Mais bon, on verra bien. Passons maintenant à Opalite. C'est une des tracks que je pense j'attends le plus. Je sais pas pourquoi, mais elle me parle trop, et surtout avec l'interprétation que les gens ont pu en faire et l'interprétation que j'en ai. Il faut savoir que l'opalite, c'est une pierre synthétique qui a été créée par l'homme pour briller. Et c'est une pierre qui imite l'opale, qui elle est une pierre naturelle. Et c'est une pierre qui symbolise la guérison émotionnelle, les nouveaux départs et le calme. Beaucoup de fans pensent que Opalite pourrait être une chanson d'amour pour Travis, parce que déjà c'est la pierre de naissance du mois d'octobre, le mois où l'album sort et où Travis Kelce est né. Les fans ont remarqué que Taylor a souvent aussi porté des bijoux à base d'opale, surtout lors des événements où il y avait Travis. Mais ça pourrait être un titre plus introspectif, et perso c'est plus vers là que je me penche. Je pense qu'elle va jouer sur ce fait que, effectivement, l'opalite c'est une pierre qui brille beaucoup mais qui finalement est un peu creuse. Parce que je pense que, comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit une pierre qui brille beaucoup mais qui finalement soit un peu creuse derrière, ça va peut-être signifier que même si on aurait pu penser que la vie de Taylor c'était vraiment des paillettes, etc., il y a peut-être des choses négatives qui se passaient en coulisses, ou peut-être qu'on l'a forcée dans sa vie, dans sa carrière, à devoir profiter d'une certaine image sur scène de femme forte qui brille, mais qu'en réalité elle était complètement creuse à l'intérieur. Parce qu'en fait derrière cette esthétique étincelante pourrait se cacher une certaine vulnérabilité, un espèce de moment délicat de relâchement derrière le feu des projecteurs quoi. J'aime beaucoup la signification de cette track, donc j'ai vraiment hâte de l'entendre. Ensuite on a Father Figure. Alors, celle-là, elle est un peu particulière parce que j'ai du mal à penser que Taylor va vraiment parler de daddy issues et de à quel point elle a souffert avec les hommes. Ça me paraît très bizarre, ou je sais pas, pas forcément souffert avec les hommes, mais qu'il y aurait quelqu'un qui aurait représenté une figure paternelle et qu'en fait elle aurait été déçue par ça. Moi je vois un peu ce titre avec beaucoup d'ironie, pour être honnête. Après peut-être que ça fait plutôt référence à Scott Borchetta, qui l'a connue très jeune, qui a sûrement été une figure paternelle pour elle, en tout cas dans l'industrie musicale, et qui va peut-être un peu parler de leur histoire. Peut-être qu'elle fait référence à son papa, puisqu'on sait qu'elle a écrit des chansons sur sa maman, mais jamais sur son père, donc peut-être que ça va être la première fois. Mais il faut aussi savoir que cette chanson, Father Figure, c'est le titre d'une chanson de George Michael. Qui sait, peut-être que Taylor a samplé la chanson, peut-être que c'est une référence à George Michael aussi. Mais voilà, c'est vrai que je la vois pas du tout dans un truc de daddy issues quoi. Je la vois pas du tout là-dedans. Donc vraiment, dites-moi si vous avez des idées pour cette track, parce que soit c'est à propos de son père, soit de Scott Borchetta, soit je sais pas, j'arrive pas trop à aller hyper loin dans l'interprétation de ce titre. Ensuite, on passe à la fameuse track 5, Eldest Daughter, qui veut littéralement dire du coup fille aînée. Au début, j'avais pas capté que c'était celle-là, la track 5. Je pense qu'elle va faire mal pour toutes les filles aînées, voilà, dont je fais partie. Je pense que nous allons enfin avoir notre propre hymne. On sait, les track 5 sont connues pour être les chansons qui sont les plus vulnérables de Taylor Swift. Elle les place toujours là dans ses albums. Et du coup, c'est vrai que c'est assez rare que Taylor explore des tensions familiales dans ses chansons, mais peut-être qu'elle va le faire à cette occasion. Et du coup, elle pourrait bien soit évoquer ses propres responsabilités en tant qu'aînée dans sa famille, vis-à-vis de ses parents, de son frère, de ses proches, où on sait qu'en tant qu'aîné, on a souvent cette pression de devoir se dévouer, parfois au détriment de soi-même, pour ses proches, pour sa famille, et qu'en fait, en tant qu'aîné, il y a beaucoup plus de pression et d'attente que sur les autres enfants. Et peut-être que Taylor a ressenti très tôt le besoin, ou en tout cas l'obligation, peut-être elle a été dans l'obligation très tôt de devoir s'occuper des gens autour d'elle, et de tout gérer, ce qui l'a profondément marquée. En tout cas, j'aime bien que le titre il soit brut comme ça, et vu son parcours, je pense qu'on peut vraiment s'attendre à une chanson pleine de sincérité, où elle va vraiment genre dire, elle va dire les termes. Je pense qu'elle dira les termes dans cette chanson. J'ai un peu hâte de voir comment elle va retranscrire ce fait de on a toujours besoin d'être la version de nous qui est parfaite, on a besoin de se responsabiliser trop tôt, et je trouve ça très intéressant parce qu'on va voir l'impact que ça a eu sur elle dans cette chanson. Ou alors peut-être qu'elle va parler de ça par rapport aux fans et à quel point elle a eu l'impression, peut-être dans l'industrie de la musique en général, d'avoir des responsabilités et des engagements par rapport à ses fans, à l'industrie de la musique. J'espère que ce sera un peu la chanson vulnérable de l'album. Maintenant parlons de la track 6, Ruin the Friendship. Non, je ne pense pas que ce sera à propos de Blake Lively. C'est une théorie qui s'est fait beaucoup entendre depuis que l'album a été annoncé, parce que vous le savez peut-être pas, mais d'après les rumeurs, Taylor et Blake se sont un peu éloignés à cause de toute l'affaire entre Blake et Justin Baldoni, où Blake avait cité le nom de Taylor et Taylor était là genre qu'est-ce que tu racontes ma go, enfin voilà, il y a eu plein de trucs en coulisses en termes judiciaires qui se sont engagés. Voilà, il y a plein de vidéos people qui en parlent, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous renseigner sur ce drama. Mais perso, j'aurais plus tendance à penser qu'elle parlerait d'un friendship to lover,
tout simplement, d'une amitié qui pourrait se transformer en amour, et de du coup à quel point forcément ça ruine l'amitié parce que tu tombes amoureux. Et je sais pas vous, mais moi, cette idée me plaît. Et surtout, je pense même pas que ça parle vraiment de Blake parce que elle a dit que l'album a été enregistré en été 2024 et il faut savoir que Blake a assisté à un show du Eras Tour en octobre 2024, donc toute cette affaire n'est pas encore arrivée. Ou alors, ça pourrait aussi être en rapport avec la relation parasociale que Taylor entretient avec ses fans et à quel point peut-être qu'elle va mettre une espèce de distance avec ça, avec cette chanson, et dire à quel point ça a pu l'affecter, le fait que parfois des fans se croient trop proches d'elle et ont trop de mots à dire sur sa vie. Mais perso, je préfère la théorie de Friends to Lover. Actually romantic. Alors, je pense que là, on sera sur une chanson d'amour, hein, I hope so. Je pense que le titre est assez explicite pour celle-là. À mon avis, elle va littéralement parler du fait que maintenant, sa relation est vraiment romantique et elle comprend vraiment ce que c'est qu'une relation romantique. Comme un espèce de déclic qu'elle a eu où en fait, elle acceptait un peu que le bare minimum et elle se disait « Ah non, mais il a fait ça, c'est romantique, haha » et qu'elle essayait de chercher les détails romantiques dans ses anciennes relations, mais que finalement avec Travis elle s'est rendue compte que ça c'est romantique en vrai maintenant finalement, et qu'en fait elle avait pas mis ses standards assez haut parce qu'elle était aveuglée, parce qu'elle était amoureuse, mais que finalement voilà. J'espère qu'elle va détailler qu'elle a réussi à faire la différence entre une action qui est romantique, un petit geste romantique, et quand tu vis une vraie romance. Et ce qui me fait encore plus dire que cette chanson va parler de ça, c'est que Taylor, dans le podcast, a littéralement dit que la relation qu'elle a avec Travis, c'est ce dont elle parle, c'est ce qu'elle écrit depuis qu'elle est adolescente, qu'elle est en train de vivre. Je trouve ça trop mignon qu'elle ait dit ça. Donc voilà, j'espère que ça parlera de cette relation-là. Ensuite, on a Wishlist. Alors là, ça y est, ça give fame, ça give showgirl, ça give money. Mais est-ce qu'en vrai, on serait pas un peu loin de tout ça? Je pense plus que Taylor va pas forcément parler de sa propre wishlist, mais peut-être de la wishlist des gens par rapport à elle, vous voyez ce que je veux dire, et qu'elle a peut-être eu du mal des fois à s'entourer, à savoir les gens qui voulaient vraiment profiter d'elle durant sa carrière et ceux qui voulaient vraiment être ses amis et proches d'elle. Ou peut-être que ça va parler vraiment d'un truc très perso et qu'elle a mis des espèces de dollars pour nous mettre sur une mauvaise piste et tout simplement signifier que sa wishlist, ce qu'elle veut vraiment, ça ira au-delà de l'argent, ça va bien au-delà de l'argent et qu'elle est beaucoup moins matérialiste et obnubilée par l'argent qu'on le pense. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de parler de Wood, comme quoi de toute façon c'est vraiment la track qui ne give rien à personne pour l'instant, parce que de toute façon tout ce que j'ai à dire sur cette track c'est que pour moi Wood ça me fait penser au bois, bois égale feu, feu égale sorcière. Désolée pour les raccourcis Mario Kart, mais peut-être qu'on aura un Mad Woman 2.0, je ne sais pas de quoi bois va parler littéralement. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, je vous laisse écouter la suite. Ensuite on a Cancelled. Alors je ne pense pas que Taylor va parler des shows à Vienne, encore une fois vraiment voilà. Cette track m'intrigue beaucoup finalement parce que peut-être qu'elle va parler de tous les dramas, les fois où les gens vont essayer de la cancel, elle va un peu revenir sur ses haters. Mais après c'est vrai que cancel ça fait forcément penser à un show qui est annulé, à quelque chose qui est annulé, peut-être pas forcément à la cancel culture. Et du coup peut-être qu'elle pourrait parler de choses en coulisses qui ont compliqué sa vie durant le Eras Tour, ou en tout cas qu'elle va parler de choses qui ont des difficultés à se faire, n'ont pas pu se faire, des choses pour lesquelles elle a dû un peu se battre pour qu'elles arrivent. Et ensuite on a Honey. Alors là c'est assez particulier parce que je pense pas que ça va être une chanson d'amour en vérité. Voilà, vous savez, Honey, c'est un petit surnom qu'on peut donner à son amoureux, à son amoureuse. Je ne pense pas que ça va être ça. Je pense que c'est une chanson où elle va s'adresser à quelqu'un à qui elle parle, et je pense qu'elle pourrait s'adresser à elle-même. Vous voyez, à une version plus jeune d'elle-même, où elle est là en mode « Honey, je t'explique la vie, voilà tout ce que tu as accompli, ne t'en fais pas, tout va bien aller », et qu'elle essaye un peu d'être rassurante, et c'est pour ça que, ouais, elle utiliserait ce petit surnom affectueux pour se parler à elle-même, en disant « T'inquiète, tout va bien se passer, tu peux le faire, t'es la bad bitch que tu penses être », en l'avertissant sur le mauvais côté aussi du show business, et que voilà, elle parlerait à une version d'elle-même d'il y a 10-15 ans, voire 20 ans quand elle a commencé. Je sais pas, c'est une théorie qui me plaît. J'aimerais beaucoup qu'effectivement elle s'adresse un message à elle-même, parce que ça nous permettrait aussi de voir un peu son parcours, un espèce de You're on Your Own Kid 2.0, vous voyez ce que je veux dire, où tu fais un petit peu peut-être un warning à ton toi d'il y a quelques années, en mode tu vas y arriver, mais il faudra travailler et fais gaffe à ça, j'aimerais bien, ça serait sympa. Et enfin on passe à la dernière chanson, The Life of a Showgirl. Que dire sur cette chanson? Je pense que c'est trop bien qu'elle la fasse avec Sabrina, et je trouve ça très intéressant qu'elle ait invité Sabrina sur cette chanson, qui est littéralement la title track, parce que ça veut dire que les deux ont des choses à dire sur ce thème, et je trouve ça trop intéressant parce que avec tout qu'il y a eu autour de Sabrina cette dernière année, à quel point son image a été critiquée, à quel point c'est chaud
son personnage de showgirl, de petite poupée, a été critiqué. Je trouve ça super intéressant. Vous savez tout ce qui se passait avec ces Juno Pose, tous les prestations qu'on a pu avoir, qu'on fait un peu polémique et tout, les gens disaient que c'était pas pour les enfants et tout, des trucs comme ça là. Et donc je pense effectivement que les deux vont un peu break down tout ça et dire bah en fait vous êtes tous en train de critiquer mais derrière il se passe ça, derrière c'est ça notre vraie vie. Mais je sais pas, j'imagine cette chanson un peu quand même upbeat et tout, même si le texte pourra parler d'un sujet assez sérieux, je pense que on va danser sur cette chanson. Voilà, c'est tout pour l'analyse, pour les théories un peu que j'avais sur toutes ces chansons. N'hésitez pas encore une fois à me faire part des vôtres si j'ai loupé des choses qui ont été dites. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. De toute façon, je vous ai dit, j'aime trop le fait que tout le monde parle, tout le monde yappe là-dessus en ce moment. Maintenant, je vais prendre mon petit téléphone et on va parler de vos théories et de vos avis sur tout ce qui concerne cet album. Alors, c'est parti, du coup, lisons vos petits commentaires. Je pense que l'album sera un mix entre 1989 et Rep. La vibe de l'album m'a directement fait penser à Bejeweled et I Can Do It With Broken Heart. J'ai très hâte de voir ce que cet album nous réserve. Je suis tellement d'accord. Je pense, au vu du thème, qu'on aura sûrement un écho à Reputation. Hein. De toute façon, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de photos qu'on fait écho à Rep. Aussi forcément à la track Cancelled qui ne peut que faire penser à l'espèce de backlash qu'elle a subi en 2016. Et 1989 évidemment parce que je pense que cet album va être un 1989 2.0, un 1989 version 2025, donc effectivement je suis beaucoup d'accord avec cette take. Je rajouterais quand même que je pense que sur certaines chansons on aura un storytelling à la Red ou folklore, vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu quand même deep et qui veut dire beaucoup de choses. Je pense qu'avec cet album on aura un documentaire du Eras Tour, une sorte de Miss Americana 2.0, genre Showgirl the Documentary, et on aura les coulisses du tour et aussi les backstage de la réalisation du nouvel album. Évidemment, ça, je ne peux que nous le souhaiter. Je vous jure, ça fait tellement des mois que je parle de ce documentaire. À chaque fois, je le dis, je veux un documentaire du Eras Tour. Je pense qu'on n'aura pas de documentaire sur tout le processus des Taylor Version, même si j'aurais adoré la voir, mais effectivement, je suis d'accord. Et en fait, quand elle a annoncé le titre de Life of a Showgirl, je me suis dit, mais en fait, les gars, c'est un titre parfait pour un documentaire, je trouverais ça absolument incroyable. Pour moi, ce sera un album visuel. On sait que Tay est très attirée par le monde du cinéma, donc elle va s'inspirer du monde burlesque avec des films tels que Moulin Rouge et The Greatest Showman. Je pense qu'il y aura une dualité entre la Taylor blonde et Sabrina contre la Taylor Swift brune. Je pense qu'il y aura plusieurs identités. Ok, c'est très intéressant. C'est pour ça que le lead single, qui sera donc le feat, pourrait être accompagné d'un short film pour explorer la dualité de cet univers visuel très riche. Je trouve ça hyper intéressant comme théorie, effectivement, ce serait incroyable que Taylor explore ce personnage avec cette perruque noire qui peut-être est le personnage Showgirl et plutôt son personnage naturel, enfin de qui elle est derrière la scène. C'est vrai que ce serait absolument génial qu'on ait un espèce de short film pour vraiment mettre cette dualité de Taylor sur scène et Taylor derrière les coulisses. Vraiment, je trouve que c'est une super idée. Et j'espère effectivement qu'on aura beaucoup de visuels sur cette chanson et peut-être qu'effectivement la chanson qui va leader cet album sera The Life of a Showgirl avec Sabrina. Et encore une fois, je pense vraiment que si Taylor a mis Sabrina sur cette track, c'est qu'il va y avoir beaucoup de sens dessus. Donc j'ai hâte visuellement, c'est vrai, de voir ce que Taylor va nous réserver pour l'album. Je trouve que chaque titre de l'album fait penser à un album qu'elle a déjà sorti. C'est probablement quelque chose d'anodin, mais c'est ce à quoi j'ai pensé en premier. Effectivement, c'est une théorie aussi qui a été pas mal explorée par certains fans, c'est que comme forcément elle a 12 albums maintenant, et ben chaque chanson représente un album qui est déjà sorti, donc la première track représente Debut, la deuxième représente Fearless, etc. Je suis pas forcément d'accord, je pense que Taylor elle a assez retourné ses projets d'avant avec les Taylor's Version, donc je pense pas du tout que là elle a voulu créer un album qui fait référence à tout ça. Et comme elle l'a dit, le thème est vachement ancré, c'est vraiment la vie d'une showgirl derrière la scène. Donc. Mais c'est vrai que c'était pas bête d'y avoir pensé quand même. Il y a un autre commentaire qui est super intéressant, il est un peu long mais je le trouve hyper intéressant. Je pense que Life of a Showgirl pourrait être beaucoup plus profond que ce que le titre laisse croire. À première vue, ça sonne comme une chanson sur la vie glamour d'une artiste, mais connaissant Taylor, ce serait sûrement l'inverse. Un portrait à la fois beau et amer d'une femme sous le feu des projecteurs qui cache ses cicatrices derrière les paillettes. Ça pourrait être raconté à travers un personnage fictif, un peu comme Betty ou Dorothea, pour créer la distance mais en glissant des éléments personnels. Ce personnage de showgirl pourrait être une métaphore de la propre vie de Taylor, le contraste entre la scène où tout brille et les coulisses où règne la solitude et la fatigue et parfois le cœur brisé. Je verrais bien une ambiance rétro inspirée des cabarets ou du Broadway des années 20 à 60, avec des références visuelles de glamour ancien, plumes, projecteurs, jazz. Le son pourrait même s'en inspirer avec quelque chose de plus jazzy ou orchestral très cinématographique. J'adore, j'adore. Côté histoire, je pense qu'il pourrait y avoir une romance tragique où la carrière devient un obstacle. Voyage, jalousie, décalage de vie. Un peu façon Lucky One ou Sad Beautiful Tragic, mais version théâtre et velours rouge. Et au final, la showgirl pourrait symboliser toutes les femmes sous les projecteurs aujourd'hui,
chanteuse, actrice, influenceuse. Une critique subtile de la manière dont on admire, on juge ou on consomme leur image sans voir la vraie personne derrière. En gros, ce ne serait pas juste une chanson sur une artiste fictive, mais un miroir sur la célébrité, les illusions et le prix à payer pour briller. Vous êtes géniaux. En fait, vous êtes géniaux. C'est pour ça que je voulais trop vous demander votre avis là-dessus parce que je voulais vous faire parler, je voulais vous faire dire ce genre de choses. Ce commentaire est absolument incroyable. Que dire? Je suis tellement d'accord. En fait, je trouve que ça développe un peu le point que l'autre personne a expliqué en mode on va avoir un personnage, on va avoir une dualité avec quelque chose et je trouve que ce commentaire le développe très bien. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense, et en tout cas j'espère qu'elle va aller plus loin et que ça va vraiment être plus profond que ce qu'on pense. Et je pense que dans des chansons comme Cancelled ou Honey, elle pourrait explorer des thématiques comme ça, sur la manière d'être vue, sur la manière aussi dont on consomme. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé, mais effectivement, Taylor pourrait aussi parler de la manière dont les fans consomment sa musique, dont même nous, on consomme le divertissement en général. Ça serait absolument fou qu'elle arrive à émettre une critique là-dessus à partir de ces chansons-là, à partir de cet album-là. Et effectivement, je pense pas qu'elle s'arrêtera juste à la vie après, mais ça m'étonnerait pas du tout, effectivement, qu'elle ait ce truc-là de personnage, vous voyez. Et je pense que cette Taylor à la perruque noire nous en dit déjà beaucoup. Et c'est pour ça que j'avais dit que j'attendais un peu de Red dans cet album, c'est parce que Lucky One, vous voyez. Et en termes de sonorité, c'est vrai que je sais pas si on l'aura vraiment, tu vois, cet album un peu jazzy et tout. J'aurais adoré qu'elle fasse un truc comme ça, mais je sais pas, parce que Travis a dit qu'on allait danser. Après, on peut danser sur du jazz, effectivement, mais je suis d'accord que vu l'esthétique de l'album, je pense qu'on aura quand même des sonorités assez classe, assez jazz, qui font effectivement années 50-60. J'espère beaucoup. En tout cas, merci pour ce commentaire qui est absolument incroyable. Et vous voyez, c'est ouf parce que juste après, on a un commentaire qui dit « Je pense qu'il y aura moins ce côté poésie dans ce nouvel album et ça va être plus amené à un public plus large, autre que les Swifties. » Ce qui pourrait aussi être possible parce que Torture Poet était quand même un album qui a vachement résonné chez les fans de Taylor, donc là, pourquoi pas. Mais après, Taylor, j'ai jamais l'impression qu'elle s'est tournée vers le mainstream volontairement, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense pas. Dans les étagères derrière Taylor Swift, dans le récent podcast où elle a parlé de son nouvel album, on peut voir un Pinocchio, ce qui pourrait nous indiquer qu'elle ment sur le fait qu'on n'aurait que 12 chansons. Effectivement, ça c'est un sujet dont je voulais parler parce que Taylor a dit qu'on n'aurait que 12 chansons sur l'album. Et peut-être pas, je vous l'ai dit, il y a déjà l'espèce de petit ballon là qui a donné comme indice que peut-être le Super Bowl, mais les gens aussi remarqué qu'il y avait un petit Pinocchio et que du coup elle aurait pu me mentir quelque part. Je vois pas l'intérêt, très sincèrement, vraiment, je pense qu'elle a tellement développé le fait que l'album c'est vraiment un puzzle, que si t'enlèves une pièce ça veut plus rien dire, que si tu rajoutes une pièce ça veut encore moins dire de choses. Elle a tellement dit que sur cet album elle a vraiment misé sur la qualité que je pense pas du tout qu'on pourrait avoir plus de 12 tracks. En tout cas je pense pas qu'on aura plus de contenu en termes de chansons. Après en termes de visuel, je pense qu'on pourrait avoir d'autres choses. Par contre, je pense que en tout cas, j'espère que niveau clip, il va se passer des choses en termes de visuel aussi. Et un documentaire. Donc je pense que c'est compréhensible si cette fois on a effectivement que 12 tracks. Et j'avoue que je fais plutôt partie de ceux qui pensent que on n'aura que 12 chansons, ce qui est déjà pas mal. Même si c'est du coup l'album de Taylor Swift avec le moins de chansons. Je vois un truc à la Midnights perso. Tout dans l'extravagance au niveau de la DA et des rythmes hyper entraînants. D'ailleurs, pas mal de Swifties ont remarqué des indices dans le clip de Bejeweled et Anti-Hero concernant l'album. Je crois même avoir vu un truc qui disait que ce serait le sister album de Midnights. Et j'ai écouté la playlist que Taylor a créée pour l'occasion et il y a plein de sons de Reputation, 1989 et des chansons d'amour. Donc c'est clairement l'antithèse de Torture Poets. Effectivement, je suis 100% d'accord avec ça. Et je suis un peu d'accord parce que c'est vrai que dans Midnights, on nous vendait beaucoup ce truc-là de t'es perdu dans tes pensées, à minuit t'es tout seul chez toi. Et là c'est un peu pareil finalement parce que Taylor elle devait finir ses shows à peu près autour de la même heure et être dans son hôtel à ce moment-là. Sauf que cette fois, les pensées qui vont être dans sa tête autour de minuit ne seront pas du tout les mêmes, je pense, que celles qu'elle avait à l'époque de Midnights. Donc je pense que vraiment on va pouvoir trouver pas mal effectivement de corrélations et d'opposition aux deux albums et même à Torture Poets. Je pense que ça va être vraiment hyper intéressant de voir ça. Je pense qu'une track 13 se cache mais pas où on pense. Cette Showgirl Eras serait le moment parfait pour sortir un documentaire sur le Eras Tour et que la track 13 sortirait pour accompagner le docu à la manière de Only the Young. Ceci étant dit, on est une fanbase extrêmement gâtée, personne ne fait autant qu'elle, alors quoi qu'il arrive, ne laissons aucune place à la déception. Je suis déjà très d'accord avec le message de fin. Mais effectivement, déjà il y a beaucoup de fans qui ont vu sur les petites pochettes là des covers alternatives qui avaient marqué The Life of a Showgirl et après il y avait le nombre 13. 13 quoi?
13 quoi? Parce qu'il y a 12 chansons, donc déjà point d'interrogation là-dessus. Mais je suis complètement d'accord pour le fait que peut-être que cette 13e chanson, en fait, sera dans un documentaire, à la même manière effectivement que Only the Young avait accompagné Miss Americana. Complètement d'accord, je pense que c'est une théorie qui est tout à fait plausible. Pour moi, Wish It Is parlera de Taylor qui peut tout s'acheter, sauf ce qu'elle veut vraiment, c'est-à-dire ses anciens albums. Hyper intéressant comme théorie, effectivement, elle pourrait complètement parler de... ça pourrait complètement avoir un lien avec ses masters, à quel point elle veut récupérer sa musique carrément, et le dollar rajouterait encore plus de signification là-dessus parce que les gens pourraient penser que voilà, c'est que des deals autour de l'argent et tout de rentabilité, alors qu'en fait, ce qu'elle veut vraiment, c'est juste récupérer sa musique. Voilà, c'est tout pour les commentaires. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'arrive plus à retrouver le commentaire, mais je sais que quelqu'un avait parlé du fait que peut-être que Showgirl était l'album qui devait venir avant Torture Poets Department, ce qui ne me paraît pas si bête que ça, parce que tout simplement, Taylor était déjà en tournée quand elle a sorti Torture Poets. Donc, The Life of a Showgirl, littéralement, elle vivait déjà ce truc-là de tout ce qui se passe derrière le show, une fois que le rideau est fermé, elle vivait déjà tout ça. Donc c'est vrai qu'au premier abord, en plus, avec tous les easter eggs qu'il y a eu un peu dans Midnight, le clip d'Anti-Hero, le clip de Bejeweled aussi dont j'ai pas parlé, mais c'est vrai que toute cette esthétique-là qu'elle a montré dans Bejeweled, qui sait, peut-être que c'était vraiment pour teaser TS11 et qu'elle pensait vraiment que TS11 allait être The Life of a Showgirl, vous voyez, et je pense que c'est un concept qu'elle avait littéralement dès qu'elle a commencé le Eras Tour. Et en réalité, je pense que I Can't Do It With a Broken Heart est là pour une raison. Je pense que le fait qu'elle ait fait cette mise en scène-là, qu'elle l'ait jouée à la tournée, c'est qu'il y avait une raison. Elle voulait nous introduire à Life of a Showgirl, mais c'est vrai que je suis aussi partisane du fait que je pense que si sa vie avait été bien dès le début du Eras Tour, finalement, je pense que Life of a Showgirl serait venu plus tôt. Je pense que dans tous les cas, elle aurait sorti ce concept d'album là, mais étant donné la rupture avec Joe, ce qui s'est passé avec Matty, le fait que la meuf avait complètement le cœur brisé sur la première moitié de sa tournée, qu'elle devait deal avec plein de choses et qu'elle était juste très déprimée, que c'était une période de sa vie où elle était juste très déprimée, je pense qu'elle s'est dit ok, pas de soucis, j'ai plein de choses sur la vie d'une showgirl à écrire, mais je l'écrirai après, j'ai juste besoin d'écrire sur Torture Poets Department, sur ma vie de poète torturée en fait. Et c'est pour ça aussi peut-être que dans le clip de Fortnite, on voit deux fumées, donc une bleue qui pourrait représenter Midnight, une orange qui représenterait The Life of a Showgirl, ce qui, encore une fois, pourrait nous faire dire que ce sont un peu des sisters albums, comme Folklore et Evermore, mais qu'effectivement, Taylor, la Taylor de Torture Poets Department, est en train d'écrire quoi? The Life of a Showgirl, parce que on espère, elle est sur la voie de la guérison. Effectivement, je trouve que c'est une théorie qui est assez bonne. Voilà, écoutez, je crois qu'on a parlé de tout. Voilà, je ne vois pas, enfin je n'ai rien qui me vient en tête, je n'ai rien d'autre dans mes notes par rapport à cet album. Encore une fois, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis trop contente, vraiment merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires, ça m'a fait trop plaisir de vous lire et surtout de voir des commentaires aussi intéressants là-dessus. Voilà, je trouve ça formidable. Écoutez, je pense qu'on n'aura pas de news jusqu'au 3 octobre. Je ne pense pas que Taylor sortira de single aussi, ça c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je ne pense pas qu'on aura de single, elle en a pas besoin et je pense qu'elle veut tellement tout péter avec ces 12 chansons là qu'on n'aura pas une en avance. Très sincèrement, si c'est un album vraiment visuel, j'espère au moins 3 clips. En fait, j'espère vraiment un 1989 quoi, j'espère vraiment qu'on aura plein de clips et que les chansons elles vont surperformer dans les charts. Ça j'ai pas de doute, mais pour les clips j'espère que c'est bon là, c'est bon, la meuf est milliardaire, genre tu peux mettre un peu le billet sur la table pour faire des clips s'il te plaît. Sachant qu'on sait que Taylor elle adore le cinéma, qu'elle adore tout ce qui est comédie musicale, qu'elle adore diriger les clips. Là, j'espère vraiment par pitié que cette era sera plus chargée en visuel que Torture Poets. En tout cas, j'ai vu qu'on était beaucoup à espérer ça. Donc écoutez les copains, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve dimanche prochain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien sur YouTube et sur tout ce que je fais là en général. Ça me fait trop plaisir. Pensez bien à vous abonner si la vidéo vous a plu et si vous voulez plus de contenu sur The Life of a Showgirl, sur Taylor Swift en général. Ça arrivera de toute façon vers la sortie de l'album. Merci encore et moi je vous fais des gros bisous.